Vieille, va vivre ta vie. Laisse la nôtre tranquille. Ce sont les mots que mon fils a criés devant les voisins. Je suis restée silencieuse, mais mes yeux ont tout dit. 3 jours plus tard, il a reçu une lettre. J'avais déjà quitté le pays, mais avant de partir, j'avais laissé un mot qui l'a fait vaciller. Il a hurlé ses paroles sur le trottoir, tandis que les voisins se penchaient à leurs fenêtres, certains interrompant même l'arrosage de leurs plantes pour mieux écouter. Sa voix a résonné comme une gifle. Je suis restée là, tenant la bandoulière de mon sac en tissu fleuri, celui que j'avais cousu 15 ans plus tôt. Mes yeux ne pleuraient pas, mais ils disaient qu'une part de moi venait de mourir. 3 jours après cette humiliation, Julien a reçu une lettre recommandée. En l'ouvrant, il est devenu livide. J'étais déjà loin, mais avant de partir, j'avais laissé un mot qui l'a fait s'effondrer. Si vous êtes arrivé jusqu'ici en vous demandant comment une mère en vient à ce point, comment une femme de 68 ans trouve le courage de disparaître de la vie de son propre fils, alors restez avec moi. Cette histoire vous fera repenser tout ce que vous croyez savoir sur la famille. Avant de continuer, si vous appréciez les récits authentiques de résilience, abonnez-vous et activez la cloche. Ici, nous ne racontons pas des histoires de victimes, mais celles de femmes qui ont décidé d'agir. Je m'appelle Élodie, et je dois remonter le temps pour que vous compreniez comment j'en suis arrivée à ce trottoir, à entendre mon unique fils me traiter de vieille. J'ai toujours été couturière. Depuis l'enfance, j'ai appris auprès de ma mère à faire des points précis et à transformer des chutes de tissu en belles pièces. Quand mon mari, Lucien, est mort dans un accident de moto, j'avais seulement 32 ans, et Julien, 6 ans. J'ai cru que le monde s'arrêtait. Je me souviens de la veillée, de l'odeur étouffante des lits blancs, du poids de tenir la main de mon fils pendant qu'on murmurait « Pauvre petite, si jeune, veuve », mais j'ai refusé d'être une pauvre petite. J'ai pris la machine à coudre de ma mère, l'ai installée dans le salon et j'ai commencé à confectionner des vêtements. Robes de fête, uniformes scolaires, retouches. Je travaillais jusqu'à ce que la vue se brouille et que mes mains me fassent mal. Julien a grandi en me voyant coudre. Il faisait ses devoirs sur la même table où je découpais les tissus. Souvent, nous mangions du riz aux œufs, mais il n'a jamais manqué d'amour ni de conversation. Je lui disais « Nous n'avons pas grand-chose, mais ce que nous avons est à nous, et personne ne peut nous enlever notre dignité. » Avec le temps, la couture a prospéré. J'ai ouvert un petit atelier et engagé 2 femmes. Ce n'était pas le luxe, mais cela suffisait à vivre dignement. Mon rêve était de le voir diplômé, en toge et capuchon, recevant son diplôme, quelque chose que Lucien et moi n'avions jamais eu. Quand il a été admis en école de gestion, j'ai tant pleuré que j'ai trempé la feuille de son admission. Les frais de scolarité mensuels étaient de 1 850 € pendant 4 ans. Avec les augmentations, cela représentait environ 90 000 €. Je n'avais pas cette somme, mais je possédais l'appartement hérité de ma mère, 2 chambres bien situées. Je l'ai vendu. J'ai utilisé tout l'argent pour payer les études de Julien. J'ai continué à vivre en location, mais le cœur plein. Il a obtenu son diplôme, trouvé un bon emploi en logistique et a continué à habiter chez moi jusqu'à 28 ans. Nous avions une relation proche. Il m'emmenait au cinéma. Nous regardions des séries ensemble et il m'appelait ma reine. Un jour, il est arrivé avec une boîte de pâtisserie et m'a dit « Maman, tout ce que je suis, je le dois à toi. » J'ai gardé ces mots comme un trésor. Puis est entrée Camille. Elle a débarqué dans la vie de Julien comme une tempête. Belle, cheveux lisses, ongles impeccables, vêtements de marque. Elle travaillait comme responsable dans une boutique de cosmétiques. À sa première visite, j'ai préparé une tarte au poulet, dressé la table avec une nappe au crochet que j'avais faite moi-même. Camille a à peine touché à la nourriture, est restée sur son téléphone et a lancé, ironique, « Ah, Julien m'a dit que tu cousais. Comme c'est charmant. » Le ton n'était pas flatteur mais moqueur. J'ai avalé ma salive, essayant d'ignorer. Après tout, c'était la petite amie de mon fils, et je voulais le voir heureux. 2 ans plus tard, ils se sont mariés, et j'ai payé la moitié de la fête, 18 000 € de ma poche. Après le mariage, tout a changé lentement, mais sûrement. Les visites sont devenues rares. Il y avait toujours une excuse. Aujourd'hui, ce n'est pas possible, Élodie. On est fatigué.
La maison est en désordre. Julien a commencé à m'appeler Élodie au lieu de maman, un détail minuscule, mais qui blessait comme une aiguille. Puis est née ma petite fille, Chloé, aux yeux bruns comme ceux de son père. À sa naissance, j'ai voulu rester à l'hôpital, mais Camille a dit que sa propre mère s'occuperait de tout. « Il n'y a pas de place pour vous », a-t-elle affirmé. J'ai attendu 3 semaines avant de voir ma petite fille. J'ai tenu ce bébé dans mes bras et je lui ai promis d'être la meilleure grand-mère du monde. Mais Camille contrôlait chaque visite comme si j'étais une menace. Les visites sont devenues aussi planifiées que des rendez-vous médicaux. Et même ainsi, souvent, j'arrivais pour entendre « Chloé dort » ou « Elle est malade ». Je rentrais chez moi le cœur serré, serrant contre moi la poupée en tissu que j'avais cousue pour elle et que je n'ai jamais pu lui offrir. Mais le pire restait à venir. Pour comprendre le coup que j'ai reçu, je dois parler d'argent. Qui me voyait à 68 ans imaginait une dame tranquille, vivant de sa retraite dans un petit appartement loué. Mais en réalité, je portais une histoire plus lourde que du béton. J'ai construit ma vie seule. Après la mort de Lucien, il n'y a eu aucune aide, seulement moi, ma machine à coudre, et la certitude que Julien aurait une vie meilleure. Je me levais à 5 heures, préparais le café, habillais Julien avec des uniformes que je cousais moi-même, le conduisais à l'école et courais retrouver ma machine à coudre. La nuit, je continuais jusqu'à 2 ou 3 heures du matin. Mes doigts saignaient, mon dos me faisait souffrir, mais je ne m'arrêtais pas. Je regardais mon fils dormir et pensais « Il va étudier, il va réussir ». Avec le temps, l'atelier a grandi. J'ai loué un local de 40 m² et engagé Margot et Solène, des femmes aussi combatives que moi. Nous produisions des uniformes, des robes de fête, des ensembles pour les boutiques locales. Ce n'était pas un empire, mais nous faisions vivre 3 familles. Julien a grandi parmi les tissus et les fils, entendant des histoires de combat, non de contes de fées. Je lui racontais mon père, maçon qui n'avait jamais volé une brique, et ma mère, qui avait élevé 5 enfants en lavant le linge des autres. Je voulais qu'il comprenne la valeur de l'effort. Et il semblait comprendre. Il était affectueux, m'embrassait avant de dormir, disait que j'étais la meilleure cuisinière du monde. À l'adolescence, il restait un bon fils, studieux, serviable, la fierté du quartier. Quand il a été admis à l'université, nous avons célébré avec du soda et un gâteau maison. C'était l'un des jours les plus heureux de ma vie. Mais la réalité a vite frappé. Les études coûteraient environ 90 000 €, sans compter les fournitures et les transports. Au total, près de 180 000 €. Je n'avais pas cette somme. Mon atelier permettait de vivre, mais pas d'épargner autant. Alors j'ai pensé à l'appartement que ma mère m'avait laissé 2 chambres à Jabaquara, estimé à 200 000 €. Je n'ai pas hésité. Je l'ai mis en vente. Quand j'ai annoncé la nouvelle à Julien, il s'est affolé. « Maman, ne fais pas ça, tu vas te retrouver sans rien. » J'ai pris ses mains et lui ai dit « Cet appartement est fait de briques. Toi, tu es fait de rêves, et les rêves valent plus. » J'ai pleuré. Lui aussi. Je l'ai vendu 195 000 €, j'ai payé les études comptant avec une remise, et j'ai gardé le reste pour les urgences. J'ai continué à vivre dans la même petite maison louée, avec une cour en terre battue et un goyavier. À la remise des diplômes, j'étais assise au fond du gymnase, mais quand ils ont appelé Julien et qu'il est monté sur scène en souriant, j'ai senti que tout en valait la peine. Il a vite trouvé un emploi, a été promu, a acheté une voiture d'occasion et a continué à vivre avec moi. Il payait une partie du loyer, nous allions au cinéma chaque mois, mangions des beignets au marché. Il m'appelait ma reine et me promettait « Un jour, je t'offrirai une maison. Je prendrai soin de toi dans ta vieillesse. » J'y ai cru. Jusqu'à ce qu'il rencontre Camille. Il est revenu d'un barbecue les yeux brillants. « Maman, j'ai rencontré une fille incroyable. J'étais heureuse. Mon fils méritait l'amour. Je voulais juste la connaître. À sa première visite, j'ai fait des efforts. J'ai nettoyé la maison, préparé une tarte au poulet, du riz au four, un flan. J'ai utilisé la nappe blanche au crochet avec des fleurs bleues. Camille est entrée avec un regard scrutateur, les cheveux impeccables, des talons hauts, même un dimanche. Elle m'a serré la main comme si elle craignait la saleté et a dit « Salut, Élodie ».
Pendant le déjeuner, elle a picoré avec sa fourchette et a commenté. « Ah, c'est charmant. Julien m'a dit que tu cousais. Ça doit être fatigant. » Le ton était méprisant. Elle est restée sur son téléphone, répondant par monosyllabes. En partant, elle n'a même pas vraiment remercié. J'ai tenté de me convaincre que c'était de la nervosité. Mais non. À chaque rencontre, elle me voyait comme un obstacle et Julien a commencé à changer aussi. Il a cessé de m'appeler maman pour dire « Élodie ». Il ne me parlait plus de son travail, ne me demandait plus comment j'allais. « C'est une phase », me disais-je. Il est amoureux. Mais il n'est jamais revenu à la normale. Le mariage fut luxueux, lustres en cristal, fleurs blanches et dorées, saumon et crevettes. Camille portait une robe importée à 12 000 €. J'ai payé 18 000 € argent économisé grâce à des réparations, des trousseaux et des sacrifices. À l'hôtel, elle ne m'a presque pas regardée. Sur la photo de famille, elle a soupiré. Plus tard, Rodrigo. Maintenant, c'est juste nous. Je suis restée là, tenant mon petit sac, le cœur fendu en deux. J'ai souri, applaudi, tout avalé après tout. C'était leur jour. Ils ont emménagé dans un appartement à Morumbi, avec piscine et barbecue. Le premier jour, j'ai apporté un gâteau au chocolat encore chaud. Camille a ouvert la porte en peignoir. « Ah, Élodie. Julien ne t'a pas dit qu'on avait changé nos plans? Il est apparu, gêné. J'ai oublié le déjeuner avec mes beaux-parents. J'ai tendu le gâteau. Elle l'a pris sans gratitude et a refermé la porte. Je suis rentrée avec un nœud dans la gorge. Les visites ont exigé désormais d'être programmées. Et même ainsi, il y avait toujours des excuses. Pas aujourd'hui, Chloé est irritable. J'ai commencé à me sentir jetable comme un vieux vêtement rangé dans l'armoire. Inutile, mais pas encore jeté. Quand j'ai appris que j'allais être grand-mère, j'ai cousu des grenouillères, des couvertures, des bonnets tout conservés dans une boîte rose. Mais je n'ai pas pu être à l'hôpital. Trop de monde gêne, Élodie, a dit Camille. J'ai vu ma petite fille pour la première fois à 3 semaines. J'ai apporté les cadeaux, mais Camille ne les a même pas ouverts. Elle dort. Mieux vaut ne pas la réveiller. Je suis restée 1 heure dans le salon, fixant la porte de la chambre. Je suis repartie sans avoir touché ma petite fille. Lors des visites suivantes, Camille me surveillait, bras croisés, comme si j'étais dangereuse. Un jour, j'ai offert à Chloé une poupée en tissu avec des cheveux de laine et une robe brodée. Elle l'a adorée. À la visite suivante, elle avait disparu. Je l'ai donnée à une association. Elle s'en est lassée. J'ai pleuré toute la nuit. Julien approuvait tout. Quand j'essayais de discuter, il m'interrompait. « Camille a raison. Tu t'immisces trop. » Il m'appelait encore maman, mais avec froideur. J'ai commencé à me sentir invisible. Pour les 4 ans de Chloé, j'ai attendu l'invitation. Rien. J'ai appelé. « Fils, à quelle heure est la fête? » Silence. Ce sera juste avec les copains d'école. Rien de spécial. Je n'étais pas invitée à l'anniversaire de ma petite fille. J'ai raccroché, me suis assise dans la cuisine, le regard vide. 3 jours plus tard, j'ai vu des photos sur Facebook. Buffet pour enfants, château gonflable, décoration Frozen, 50 invités dont les parents de Camille. Moi, exclue. Quelque chose en moi s'est fissuré. J'ai organisé une rencontre dans un centre commercial. « Fils, j'ai l'impression que vous ne voulez plus que je fasse partie de vos vies. » Il a détourné le regard. « Camille pense que tu donnes trop ton avis. » « Et toi? Qu'en penses-tu? » Silence. Ce silence disait tout. Il avait choisi son camp. Je suis rentrée chez moi avec la certitude douloureuse que mon fils s'était perdu. Mais le pire restait à venir. 3 mois plus tard, Julien et Camille sont apparus chez moi un samedi après-midi, souriants, apportant des pâtisseries. Quelque chose clochait. Camille, étrangement aimable. Quel intérieur chaleureux, Élodie. Elle ne m'avait jamais complimentée auparavant. Nous nous sommes assis dans la cuisine. Après des banalités, Julien s'est éclairci la gorge. « Maman, une opportunité s'est présentée. Un ami ouvre une franchise de smoothie d'açaï. C'est un investissement sûr. Il ne manque que l'apport initial, 95 000 €. Pourrais-tu nous prêter cette somme? » J'ai senti le sol se dérober sous mes pieds.
C'était presque toute mon épargne accumulée grâce à des années de couture et d'économie. C'est beaucoup d'argent, mon fils. C'est un prêt. On te rembourse dans 6 mois avec intérêt, 105 000 €. On signera un contrat. Camille s'est penchée. On ne te demanderait pas si ce n'était pas sérieux. Tu ne fais pas confiance à ton propre fils? Le piège était tendu. Dire non aurait fait de moi une égoïste. J'ai regardé Julien, le garçon que j'avais élevé seul, que j'avais habillé, nourri, dont j'avais payé les études en vendant mon seul patrimoine. J'ai aussi vu l'homme qui ne me reconnaissait plus. D'accord, ai-je dit. J'ai commis la plus grande erreur de ma vie. 3 jours plus tard, j'ai transféré 95 000 €. Nous avons signé un simple contrat. Les premiers mois, ils ont été aimables. Puis, distants. Au 6e mois, l'échéance est arrivée. J'ai attendu. Rien. J'ai appelé. L'entreprise ne rapporte pas encore. Il nous faut plus de temps. 3 mois sont devenus 6. 6 sont devenus 8. Détends-toi, Élodie, disait Camille. Une entreprise ne rapporte pas du jour au lendemain. Pendant ce temps, j'ai découvert qu'ils avaient acheté une Corolla neuve à 78 000 €. J'ai confronté Julien. La voiture est à crédit. C'est mon problème ce que je fais de mon argent. Mon argent n'est pas le tien, ai-je crié. Il m'a traité de usuraire. J'ai raccroché, sentant que la fissure en moi s'élargissait. Je suis allée à leur immeuble sans prévenir. Le portier m'a laissé monter. Camille a ouvert la porte, l'air fermé. « Qu'est-ce que tu fais là ?» Julien est apparu, irrité. « Maman, tu n'as pas prévenu que tu venais. Il faut qu'on parle de l'argent. » Camille m'a interrompu. « Tu ne penses qu'à toi. On a une fille, des factures, une école chère. Je veux juste ce qui m'appartient. Tu as prêté. On te remboursera quand on pourra. Arrête de réclamer, c'est gênant. » J'ai regardé Julien, espérant un soutien. Il a baissé les yeux. Dans ce silence, quelque chose en moi s'est brisé définitivement. « Désolée de vous déranger », ai-je murmuré, et je suis partie. J'ai descendu les escaliers en me sentant non plus mère mais créancière. 3 jours plus tard, j'ai vu Chloé jouer dans la rue. Je me suis précipitée pour l'embrasser. « Tu m'as manqué, mamie. » C'est alors que j'ai entendu. « Mélissa, viens ici. » Julien et Camille approchaient. « Maman, on t'a déjà dit. Tu ne peux pas débarquer comme ça. Elle était dans la rue. Je voulais juste la saluer. » Camille a répliqué. « Tu ne respectes pas les limites. Tu ne peux voir Chloé qu'avec préavis. » Les voisins observaient. La honte me brûlait le visage. « Fils, je voulais juste voir ma petite fille. » Camille a coupé court. « Chloé est notre fille. C'est nous qui décidons. » Julien m'a fixé et a lâché. « Vieille, va vivre ta vie. Laisse la nôtre tranquille. Le monde s'est arrêté. » Je suis restée immobile, tenant mon sac fleuri. Mes yeux ne pleuraient pas, mais ils disaient qu'une part de moi venait de mourir. Cette nuit-là, après que mes larmes eurent séché, j'ai allumé la lumière de la cuisine et ouvert une boîte à chaussures dans l'armoire. À l'intérieur, les reçus des études, 180 000 €, l'acte de vente de l'appartement, des photos de moi épuisée mais souriante, et le contrat de 95 000 €. J'ai regardé ces preuves d'une vie de sacrifice et j'ai pris une décision froide. S'ils voulaient que je vive ma vie, je vivrais, mais pas à leur manière. Le lendemain matin, j'ai cessé d'appeler. J'ai bloqué mon instinct maternel. Quand Julien a téléphoné, j'ai été distante. « Ça va. Tu as besoin de quelque chose ?» Il a été surpris. « Juste savoir comment tu vas. Je vais bien. Au revoir. » J'ai ressenti le contrôle, quelque chose que je n'avais pas éprouvé depuis des années. J'ai rassemblé mes documents et consulté une avocate. Maître Valérie m'a reçue avec attention. Je lui ai tout raconté. Elle a affirmé. « Vous avez une affaire solide. Nous pouvons engager une action en recouvrement. Avec intérêt, la somme atteint 127 000 €. S'il ne paie pas, nous saisirons ses biens, y compris la voiture. Ce n'était pas de la vengeance, c'était de la justice. » J'ai aussi appelé ma cousine d'Alva, à Lisbonne. « J'ai besoin de recommencer. » Elle a répondu. « Ma maison est la tienne. Tu te souviens quand tu m'as aidé avec le trousseau pour ma mère malade ? » Je n'ai jamais oublié. J'ai fermé les yeux. Pour la première fois depuis des années, j'ai senti l'espoir. « Oui, je viens. » Mais c'est un secret. Les jours suivants,
J'ai vendu discrètement des meubles, donné des vêtements, classé mes papiers avec un comptable. J'ai acheté un billet pour Lisbonne. Une semaine avant le départ, j'ai reçu un appel. Madame Élodie, Julien a été notifié. Mon estomac s'est noué. Et maintenant? Il a un délai pour répondre. Ne vous inquiétez pas. Vous pouvez partir l'esprit tranquille. La veille, j'ai écrit une lettre. Je l'ai réécrite 3 fois. Elle devait faire mal, mais libérée. Je l'ai laissée sur la table. Le lendemain matin, j'ai fait une petite valise, verrouillé la porte et remis la clé à ma voisine. Si mon fils vient, donne-lui ceci. J'ai embarqué. Quand l'avion a décollé, j'ai respiré profondément. Pour la première fois à 68 ans, je vivais uniquement pour moi. À Lisbonne, le soleil se levait quand j'ai descendu de l'avion. Dalva m'attendait avec un sourire. « Bienvenue dans ta nouvelle vie », j'ai pleuré à l'aéroport. Les premiers jours, je me suis adaptée à la maison simple de Benfica. Mais mon esprit était au Brésil. 3 semaines plus tard, Maître Valérie a appelé. Une ancienne collègue de Camille a des informations. J'ai contacté Jessica. Elle a révélé « La franchise d'Asahi n'a jamais existé. Camille s'est moquée avec ses amis. J'ai convaincu Julien de demander de l'argent à sa mère. Elle est tombée dans le panneau. Ils ont utilisé l'argent pour rénover l'appartement et acheter la voiture. Elle m'a envoyé un enregistrement audio. J'ai entendu la voix de Camille. La vieille chiante a servi à quelque chose. Maintenant, elle va rester tranquille en attendant un argent qui ne reviendra jamais. J'ai transmis l'audio à Maître Valérie. Cela change tout. C'est de l'escroquerie. Je ne veux pas de procès pénal. Je veux juste récupérer mon argent et qu'ils comprennent que ces actes ont des conséquences. Elle a utilisé l'audio dans la procédure civile. Entre-temps, ma voisine m'a raconté, Julien avait reçu la lettre et était devenu livide. Il titubait comme s'il venait de prendre un coup de poing. Dans la lettre, j'avais écrit « Tu m'as dit d'aller vivre ma vie. J'obéis. Je me suis installée à l'étranger. J'ai engagé une action judiciaire. La somme due est de 127 000 €. Tes biens seront saisis. J'ai changé de numéro. J'ai rompu tout lien. Je suis vieille, mais libre. Adieu. PS. Garde l'argent des études. Mais les 95 000 €, je les veux de retour. Julien a tenté de me joindre. Maman, donne-moi une chance. Mélissa te manque. Cela m'a fait mal, mais j'ai répondu par l'intermédiaire de mon avocate. La procédure suit son cours. Rembourser la dette ne répare pas ce qui a été brisé. Il a vendu la voiture, contracté un emprunt et réglé les 127 000 €. J'ai regardé le relevé sans joie, seulement soulagé. J'ai appris plus tard que Camille l'avait quitté, emmenant Chloé. Il s'est retrouvé seul, brisé, prenant le bus, mangeant du pain avec de la mortadelle. La vie avait fait un tour complet. Mais la douleur la plus grande était de savoir que Chloé était triste, demandant pourquoi sa mamie l'avait abandonnée. Jusqu'au jour où, 6 mois plus tard, j'ai reçu une demande urgente. Il faut que tu voies Chloé. Elle souffre de dépression infantile. Elle croit que tu l'as laissée tomber. J'ai accepté une rencontre à São Paulo, en présence de mon avocate. Julien était méconnaissable, amaigri, abattu, vieilli. Elle a fait un dessin, nous 3 ensemble. Elle a écrit « Je veux ma mamie de retour ». Le lendemain, j'ai vu Chloé dans un parc. Elle a couru se jeter dans mes bras. « Mamie, tu es revenue ?»« Oui, mon amour. » Je lui ai expliqué que la dispute concernait les adultes, qu'elle n'y était pour rien. Je lui ai promis des appels hebdomadaires et des visites. Quand je suis repartie, je l'ai vu agiter la main, Julien à ses côtés. Je suis retournée à Lisbonne en paix. Aujourd'hui, à 69 ans, je travaille dans un atelier, je me promène avec des amis, je parle à Chloé par vidéo. J'ai donné la moitié de l'argent récupéré à des personnes âgées vulnérables. Je vis entourée de ceux qui m'apprécient. Je ne suis pas partie par faiblesse, mais par force, parce que l'amour vrai n'humilie pas, ne rabaisse pas, n'exige pas de sacrifice constant. Il n'y a pas d'âge pour recommencer, seulement du courage. Et si vous êtes utilisé, méprisé ou traité comme un fardeau par ceux qui devraient vous aimer, souvenez-vous, vous n'avez pas à vous effacer pour être digne d'amour. Le respect ne s'implore pas, on le conquiert ou on s'en va. Et maintenant, je vous pose la question.
Combien de fois avez-vous déjà avalé votre fierté par peur de perdre quelqu'un qui vous avait déjà perdu? Laissez votre réponse en commentaire.